Les portillons du métro parisien, on dirait des barrières pour chiens. Sur le plateau de télévision, cette phrase déclencha une vague de stupéfaction, suivie d'éclats de rire irrépressibles parmi les chroniqueurs. Dans le public, les rires fusaient, francs et sonores. Sur l'écran géant était diffusée une scène matinale à la gare de Châtelet-Les Halles, à Paris. Un flot continu de personnes franchissait avec une fluidité déconcertante de minces portillons qui s'ouvraient et se refermaient en silence, dans un ballet mécanique hypnotique. C'est ça, le summum de la technologie ferroviaire mondiale? Quelle plaisanterie! Lança en haussant les épaules Elizaveta Volkov, une ingénieure des chemins de fer russes, RZD. Les bras croisés, un sourire provocateur aux lèvres, elle affichait une assurance teintée de mépris. Nos métros à Moscou utilisent des portiques bien plus robustes. Ces choses-là, un enfant pourrait sauter par-dessus. L'animateur complice renchérit. C'est vrai, la porte de la niche de mon chien est probablement plus solide. Le public rit de plus belle. Il n'y a aucune conscience de la sécurité. Les Français doivent être bien trop naïfs et se faire confiance aveuglément, ajouta un autre intervenant. Dans cette atmosphère mêlant moquerie et condescendance, Elizaveta hochait la tête, satisfaite. Pour elle, un portillon de validation était un symbole de puissance technologique, de l'acier lourd, des caméras de surveillance, un mécanisme complexe. La sécurité devait être imposée par la méfiance, non par la confiance. Elle ne pouvait donc pas comprendre ce système français, si frêle et épuré. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? N'importe qui peut frauder, insista-t-elle. Un chroniqueur à ses côtés se joignit à la curée. Peut être que les Français sont trop petits pour réussir à sauter par-dessus, une nouvelle salve de rires éclata. Après la diffusion de l'émission, la phrase « Les portillons français, des barrières pour chiens » devint virale sur les réseaux sociaux. La France, fière de sa technologie de pointe et de son réseau de transport, devenait la risée du monde d'une manière totalement inattendue. Pourtant, quelques semaines plus tard, Elizaveta se rendit en France pour une mission d'expertise dans le cadre d'un projet de coopération. Et dès l'instant où elle posa le pied à l'aéroport pour se diriger vers la gare, elle comprit à quel point ces moqueries avaient été superficielles. Derrière ces portillons qu'elle avait qualifiés de « barrières pour chiens », se cachait une philosophie de la confiance que la Russie avait peu, être perdue, mais que la France continuait de préserver. Ceci est l'histoire d'une ingénieure russe qui, à travers le prisme de son arrogance, découvrit la véritable force qu'elle avait ignorée. C'est aussi le récit de la fierté et de la pensée d'un pays, la France, incarnée par ces petites portes que nous franchissons chaque jour. Elizaveta Volkov, 35 ans, travaillait au département technique des RZD, responsable de la conception des infrastructures ferroviaires. Surnommée « la Dame de fer » par ses collègues, elle était une femme rigoureuse et passionnée, convaincue d'être un pilier de l'ingénierie de sa nation. Sa visite en France s'inscrivait dans le cadre d'un projet commun entre les RZD et la SNCF. Le thème, l'amélioration de l'expérience utilisateur, visant à comparer les systèmes des deux pays pour un apprentissage mutuel. Une chaîne de télévision russe avait couvert l'événement, produisant l'émission qui avait conduit à sa fameuse déclaration. À vrai dire, Elizaveta entretenait déjà des sentiments complexes à l'égard de la France. Quelques années plus tôt, sa compagnie avait mis en place un service spécial offrant un surclassement gratuit en première classe aux passagers français sur le transsibérien. C'était un geste de gratitude envers un touriste français qui avait courageusement sauvé un enfant lors d'un incident ferroviaire en Russie. Une belle initiative de l'entreprise. Mais le rapport qui était parvenu ensuite sur le bureau d'Elizaveta listait une série de comportements déplorables de la part de certains passagers français. Déchets laissés sur les sièges, tapage dans les wagons, et même un cas de vol de bagages. C'est donc ça, les Français si civilisés? Ont-ils changé à ce point? S'était-elle demandé. Elle avait ressenti une profonde déception envers la France, presque de l'animosité. Cette femme portait en elle une grande fierté, celle du réseau ferroviaire de son pays. Le Sapsan reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, les lignes robustes traversant la Sibérie, le métro Opule de Moscou. C'était ça, le triomphe de la technique, se disait-elle. En tant qu'ingénieure, elle respectait bien sûr la vitesse du TGV, mais elle admirait surtout le design intérieur signé Christian Lacroix, persuadée que la technique devait être belle, mais avant tout imposante. C'est pourquoi ce voyage en France ne l'enthousiasmait guère. Qu'y a-t-il à apprendre de la France? Songeait-elle en regardant par le hublot de l'avion.
L'équipe de tournage qui l'accompagnait lui permettait d'afficher un sourire encore plus confiant que d'habitude, porté par la conviction que les chemins de fer russes étaient la norme mondiale. Elle ignorait encore que cette certitude serait bientôt réduite en miettes. Lorsqu'elle posa le pied à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, Elisaveta retint son souffle. Le sol brillait d'une propreté immaculée. L'air lui-même semblait plus pur. Le personnel du hall d'arrivée l'accueillit avec des sourires chaleureux. « Bienvenue en France ». Ces mots, prononcés avec une douce courtoisie, réchauffèrent étrangement son cœur. Les panneaux indiquant la livraison des bagages étaient en français, anglais, russe et plusieurs autres langues. La file d'attente avançait sans à-coups. Personne ne s'impatientait, aucun geste superflu. Le flux de la foule était aussi fluide que l'eau d'une rivière. « Comment est-ce possible, une telle fluidité ?» murmura-t-elle à son collègue. Celui-ci haussa les épaules. « C'est sûrement une mise en scène pour la caméra. » Malgré cela, un sentiment commença à germer en Elisaveta, quelque chose que la simple mise en scène ne pouvait expliquer. Sur le trajet de l'aéroport à l'hôtel, elle observa le paysage par la fenêtre. Pas le moindre détritus sur les routes. Le changement des feux de signalisation était d'une précision parfaite. Chaque véhicule maintenait une distance de sécurité, avançant en silence. Une scène mécanique, ordonnée, mais sans la froideur qu'elle imaginait. Cet ordre serein contrastait violemment avec l'image qu'elle se faisait de Paris. Quelques jours plus tard, elle apprit dans les actualités que, dans le classement mondial des aéroports Skytrax 2024, les aéroports parisiens figuraient souvent parmi les mieux notés pour l'expérience passager, tandis que celui de Moscou n'était même pas dans le top 100. En voyant ces chiffres, Elisaveta esquissa un sourire amer. « Je vois, ce n'était donc pas une coïncidence. Propre et accueillant, d'accord. Mais ce n'est que du service. La technologie ferroviaire française, c'est une autre histoire. » se persuada-t-elle elle en montant dans le RER pour le centre-ville. Le train démarra en silence. Les vibrations de la voiture étaient si minimes qu'elle ressentit à nouveau un malaise indéfinissable. Quelque chose était fondamentalement différent de la Russie. Mais quoi? Elle ne le savait pas encore. Le lendemain, Elisaveta et la délégation russe se rendirent au siège de la SNCF. Ils furent accueillis par le directeur des Affaires internationales, un certain Jean-Pierre Moreau. Il s'inclina légèrement et leur souhaita la bienvenue en anglais. « Pour commencer, je vous propose une visite de nos installations en gare. » Vêtu d'un costume sobre, M. Moreau était le genre d'homme qui choisissait ses mots avec une extrême prudence. Même à travers la traduction, on pouvait sentir sa sincérité. Elisaveta murmura « Un Français typique », mais ce sourire condescendant allait bientôt disparaître. En descendant un escalator, au cœur des couloirs de la gare, apparut un alignement d'équipements aux reflets argentés. Les portillons de validation. Chaque fois qu'un passager validait son titre de transport, un léger son électronique retentissait. Les barrières s'ouvraient et se refermaient instantanément. Toute la séquence était d'une fluidité et d'un silence surprenant. « Voici notre système de validation », annonça M. Moreau en désignant les portillons. « Pardon? C'est? Ça ?» Elisaveta ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Des rires étouffés se firent entendre parmi ses collègues. Rien à voir avec les lourds portiques en acier auxquels ils étaient habitués en Russie. Il ne s'agissait que de minces tripodes à hauteur de hanche, qui pivotaient avec une légèreté presque aérienne. C'est bien trop fragile. Un enfant pourrait passer par-dessus. À Moscou, ça ne tiendrait pas 3 jours. Les sarcasmes fusaient, résonnant dans le couloir. L'équipe de tournage immortalisa la scène. Le réalisateur, satisfait, hocha la tête. Excellente séquence. C'est cette vidéo qui, plus tard, ferait rire la Russie entière. Il doit y avoir énormément de fraudeurs, renifla Elisaveta. Et les capteurs ont l'air lents. N'importe qui peut se faufiler. M. Moreau se contenta de sourire avec bienveillance. Je vous invite à essayer vous-même. Sous l'œil des caméras, ils franchirent les portillons les uns après les autres. C'est à cet instant qu'Elisaveta s'arrêta net. Personne ne fraudait. Des centaines de passagers passaient en continu, sans bousculade ni chaos. Le son des validations créait un rythme régulier, comme si tous suivaient une même pulsation. M. Moreau reprit, d'un ton neutre. Ce portillon peut laisser passer jusqu'à 60 personnes par minute. Il n'a pas été conçu pour dissuader, mais pour ne pas interrompre le flux des usagers. Pas pour dissuader, répéta Elisaveta pour elle-même. D'un côté, les portiques russes,
conçus sur la base de la méfiance. De l'autre, les portillons français, conçus sur la base de la confiance. Devant une simple barrière, la différence entre deux cultures apparaissait de manière éclatante. En observant le dos des voyageurs qui s'éloignaient, Elisaveta repensa aux gares de son pays. Les gens qui doublaient dans les files, la brutalité avec laquelle ils poussaient les portiques, les gardes de sécurité qui criaient. Elle avait toujours cru que c'était normal, mais cette normalité venait de s'effondrer en silence. Dans la gare où les rires s'étaient tus, seul le son léger des validations électroniques résonnait encore. Après avoir franchi les portillons, ce qui apparut à Elisaveta n'était pas le chaos familier d'un quai de gare. Elle s'arrêta, stupéfaite. La scène ressemblait à la surface d'un lac paisible. Bien que ce fût l'heure de pointe matinale et que des centaines de passagers attendent sur le quai, personne ne se bousculait, personne ne parlait fort. Hommes d'affaires en costume, étudiants, touristes, tous formaient des files d'attente naturelles le long des marquages au sol, attendant leur tour en silence. Personne ne rompait la file. Dès qu'une place se libérait, quelqu'un avançait pour la combler, sans un mot, sans une consigne. L'ensemble bougeait comme un seul organisme, respirant à l'unisson. « Mais pourquoi personne ne leur dit de s'aligner ?» demanda Elisaveta, perplexe. À ses côtés, M. Moreau sourit. « En France, faire la queue n'est pas seulement une règle, c'est un sentiment de civisme, de respect mutuel, qui est profondément ancré. Cette notion finit par créer l'ordre. » Ces mots firent l'effet d'un choc pour Elisaveta. Elle avait toujours cru que l'ordre était créé par l'autorité. Mais le spectacle sous ses yeux était bâti sur la confiance, non sur la contrainte. Elle commença à comprendre qu'ici, la valeur de faire ce qui est juste, même sans surveillance, était une seconde nature. Le train arriva. Les portes s'ouvrirent. Spontanément, la foule recula d'un pas. Personne ne bougea jusqu'à ce que le dernier passager soit descendu. Dans ce silence, on n'entendait que le léger crissement du métal. Puis, les files se mirent à avancer. Tout le monde monta à bord dans le calme. Pas d'impatience, pas de plainte. Elle ne put s'empêcher de penser aux disputes fréquentes sur les quais en Russie, à cette culture de la bousculade qu'elle avait autrefois considérée comme une preuve de vitalité et d'humanité. Aujourd'hui, cette pensée la remplissait de honte. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi vos petits portillons ne sont jamais vandalisés », murmura Elisaveta. Ce qui faisait avancer les chemins de fer français, ce n'était pas le règlement, mais la confiance. Pas la surveillance, mais l'autodiscipline. Pas les machines, mais les gens. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, le train se mit en mouvement avec la fluidité d'un cours d'eau. Elisaveta retint sa respiration, les yeux rivés sur sa montre. L'heure de départ correspondait à la seconde près à l'horaire prévu. « L'écart de ponctualité au départ est de 0 seconde en ce moment », dit calmement M. Moreau. Sa phrase ne contenait aucune trace de vantardise, seulement la tranquille affirmation d'un effort quotidien. Elisaveta expira doucement et laissa échapper un petit rire. Ce n'était ni du mépris ni de l'ironie, mais le sourire naturel de quelqu'un dont le cœur était touché. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois un départ aussi silencieux. C'est comme si le temps lui-même s'adaptait aux gens avec douceur. M. Moreau plissa légèrement les yeux. Oui, en France, notre chemin de fer sculpte le temps au rythme de la respiration humaine. Il ne se contente pas de mesurer des flux avec des machines. Le flux est mesuré par la machine, mais il est ressenti par l'humain. Cette phrase s'imprima profondément en elle. Sculpter le temps au rythme de la respiration humaine. Dans son esprit, le sens du mot « précision » était en train de changer. Ensuite, Elisaveta passa du quai du RER à celui du TGV. Bien qu'étant dans la même gare, la densité de l'air semblait avoir changé. C'était une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée. Au moment où elle posa le pied sur le quai du TGV, elle retint son souffle. Des centaines de personnes attendaient en ligne, mais l'air était limpide et silencieux. Seul le bruit du vent et les annonces en gare résonnaient, comme si le temps lui-même retenait sa respiration. « Pourquoi est-ce si calme ?» demanda-t-elle à voix basse. M. Moreau sourit avec bienveillance. « En France, le silence n'est pas une contrainte. C'est une forme de courtoisie, une manière de ne pas empiéter sur le temps des autres. C'est un peu comme jeter ses déchets après un pique-nique. Ce n'est pas seulement pour ne pas déranger, mais aussi par égard pour la prochaine personne qui utilisera cet espace. C'est cette culture du respect mutuel, transmise de génération en génération depuis des siècles, qui constitue le fondement de notre pays. » Lignait, en entendant ces mots,
Une chaleur se répandit dans la poitrine d'Elisaveta. Le respect mutuel érigé en culture était une idée nouvelle pour elle. En Russie, le silence était souvent un symbole d'ennui ou de soumission. En France, il semblait être un moment de communion silencieuse, reliant les gens entre eux. En montant à bord du TGV, elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Pas un grain de poussière sur les sièges. Les fenêtres reflétaient doucement la lumière extérieure. Un passager à côté d'elle rangea sans un bruit sa canette vide dans son sac. Les gens qui se croisaient dans le couloir échangeaient un léger hochement de tête. Chacun respectait l'existence de l'autre, comme s'ils étaient liés par un fil invisible. Pendant le trajet, le soleil couchant inonda le wagon d'une lueur pourpre, enveloppant les visages des passagers d'une lumière douce. Certains lisaient, d'autres dormaient, ou contemplaient le paysage en silence. Ce silence était semblable à un chœur dont la mélodie résonnait dans les cœurs. Elisaveta comprit à cet instant que le calme des Français n'était pas de la passivité, mais une forme de prière, un acte de considération pour autrui, intégré au quotidien, qui façonnait ce lieu. Ne pas communiquer par les mots, mais par les actes, voilà la force de ce pays. C'est une approche si différente de la nôtre, pensa-t-elle. Le reflet de son propre visage sur la vitre n'exprimait plus la comparaison, mais une profonde introspection. Une annonce retentit dans le wagon. « Notre train circule actuellement à l'heure. » Elisaveta demanda avec un sourire. « Qu'appelez-vous à l'heure? Quelle est la marge d'erreur? » Le retard moyen annuel du TGV est d'environ 1 minute 30. 1 minute 30. Par an, pendant un instant, elle ne put saisir le sens de cette phrase. 1 minute 30, c'est à peine le temps de reprendre son souffle. Et c'était l'écart total sur une année entière. Son cerveau comprenait, mais son cœur avait du mal à suivre. En Russie, un simple signal défaillant pouvait causer 1 heure de retard. La pluie pouvait paralyser une ligne. Mais ici, même le retard semblait faire partie intégrante de la maîtrise du temps. Quand elle réalisa cela, une chaleur intense monta en elle. Dans le centre de formation qu'ils visitèrent ensuite, des conducteurs s'entraînaient sur des simulateurs avec une concentration extrême. Une erreur de 5 secondes, le corps la ressent immédiatement, expliqua un jeune conducteur. Elisaveta laissa échapper un soupir d'admiration. En Russie, si on nous parlait d'un retard de 5 secondes, tout le monde se mettrait en grève. Son rire tremblait, comme si elle retenait des larmes. Dans cette précision à la seconde près, il y avait indéniablement une dimension humaine. Le dernier jour de la visite, Elisaveta et son équipe se rendirent au centre de commandement de la SNCF. Un mur entier était recouvert d'un écran géant où d'innombrables points lumineux représentaient les trains en mouvement, pulsant comme les battements d'un cœur. Les opérateurs, calmes, échangeaient des instructions via leurs casques. Personne n'élevait la voix, personne ne montrait de signes de stress. Dans cette pièce, un retard d'1 minute équivaut à un incident potentiel, déclara M. Moreau, et l'air devint soudain plus lourd. Il expliqua également les protocoles d'urgence en cas d'intempérie ou d'incident. Lorsqu'un capteur détecte la moindre anomalie, une IA analyse immédiatement les données et propose des itinéraires sécurisés plus rapidement qu'un humain. Mais la décision finale appartient toujours à l'homme. La machine n'est pas là pour surpasser l'homme, mais pour le protéger. C'est parfait, murmura Elisaveta. Jamais elle n'avait vu un lieu où la relation entre la technologie et l'humain était si harmonieuse. Au cœur des données froides battait la chaleur humaine. Cette perfection empreinte de douceur la fit frissonner. Mais ce qui la toucha le plus fut la présentation du TGV du futur, symbole d'avenir. Une maquette géante apparut silencieusement devant eux. Le présentateur sourit. L'objectif est d'aller encore plus vite, bien sûr, mais le plus surprenant sera son silence. Une vidéo montra le train flottant presque sur les rails, sans aucun bruit de friction métallique, glissant dans l'air avec une grâce infinie. C'est comme si l'avenir approchait sans un bruit, souffla Elisaveta, plus dans une prière que dans un compliment. M. Moreau ajouta doucement. Le chemin de fer français n'existe pas pour être le plus rapide. Il existe pour transporter les gens à destination, de manière sûre et silencieuse. À cet instant, quelque chose fondit en Elisaveta. En Russie, la vitesse était une fierté. En France, le silence était la preuve de la confiance. Pas ostentatoire, mais parfait, pensa-t-elle. La France est une île qui avance vers l'avenir en silence. Elle en était maintenant convaincue. Elle ferma doucement les yeux. La veille de son retour, dans le hall de son hôtel, Elisaveta reçut un email.
L'expéditeur était l'équipe d'investigation de la chaîne de télévision pour laquelle elle avait parlé. L'objet. Vérité sur l'incident des passagers de première classe. En ouvrant le message, elle eut le souffle coupé. Les passagers au comportement déplorable qui avaient causé des problèmes en Russie, ces passagers de première classe n'étaient pas français. L'enquête révélait que des voyageurs d'autres nationalités s'étaient fait passer pour des Français en utilisant de faux passeports. À cet instant, une douleur vive lui transperça le cœur. L'image des Français faisant la queue en ordre sur le quai, attendant en silence, lui revint en mémoire. Personne ne se disputait, personne ne bousculait. La réalité qu'elle avait refusé de croire s'imposait à elle de manière tangible. « J'avais tort », glissa une voix faible de ses lèvres. Elle ne se reprochait pas son ignorance, mais regrettait d'avoir refusé de voir. Ce n'était pas une défaite, mais le début d'un apprentissage. Dans l'avion du retour, elle ouvrit son carnet. Silence. Confiance. Design centré sur l'humain. Les mots appris en France remplissaient la page. L'idée d'appliquer ces concepts au chemin de fer russe brûlait doucement en elle. De retour en Russie, lors d'une réunion du département technique, Elisaveta fit une proposition. « Je veux créer un système basé sur la confiance, pas un design qui contrôle les usagers. L'ère de la construction de portiques et de gares basée sur la méfiance envers les gens est terminée. » Au début, ses collègues se moquèrent d'elle. Mais elle n'abandonna pas. Quelques mois plus tard, dans une nouvelle gare d'une ville de province, le design de flux basé sur la confiance proposé par Elisaveta fut adopté. Moins de caméras de surveillance, des passages plus larges, une structure encourageant naturellement le respect mutuel. Résultat, les conflits diminuèrent, l'efficacité opérationnelle augmenta. La gare devint plus calme. « On peut y venir avec des enfants en toute sérénité », entendait-elle de la part des usagers. Chaque fois, une douce chaleur emplissait sa poitrine. Même un agent de sécurité lui confia « C'est incroyable, il y a moins de caméras et les gens semblent être devenus plus bienveillants. » Debout sur le quai de la gare achevée, face au vent, elle sourit. Le silence naît de la confiance. Ce matin-là, en France, résonnait encore dans son cœur. Quelques semaines plus tard, la télévision publique russe diffusa l'émission spéciale sur la France. Le titre « La France, une nation mue par le silence ». L'émission s'ouvrait sur le voyage d'Elisaveta depuis l'aéroport de Paris. Les quais quasi silencieux, les files d'attente parfaitement ordonnées et la vision de ces gens franchissant les petits portillons comme s'ils respiraient à l'unisson. Dans le public du studio, le silence se fit peu à peu. La voix off expliqua « Dans ce petit portillon, il y a une confiance que le monde a oubliée. » À la fin de l'émission, les invités sur le plateau se mirent à applaudir spontanément. Ce n'était pas une ovation bruyante, mais des applaudissements silencieux, chargés d'un profond respect. Un des chroniqueurs qui s'était moqué prit la parole. « Quelle ironie! Nous avons dit que les portillons français étaient des barrières pour chiens, mais en réalité, c'est peu, être notre propre mentalité qui est brutale. Ce n'était pas un petit portillon, c'était une porte d'entrée vers la confiance. » Cette phrase plongea à nouveau la salle dans le silence. Puis quelqu'un murmura « La force de la France réside dans son silence ». Après sa diffusion, l'émission fut reprise par les médias du monde entier. Les réseaux sociaux furent inondés de commentaires. C'est une culture de la courtoisie qui permet de construire le meilleur chemin de fer du monde. La confiance est une sécurité plus puissante qu'un capteur. Ils ne sont pas mus par des règles, mais par le cœur. Le silence de ce lieu m'a fait pleurer. Sous les commentaires, une photo de la nouvelle gare russe conçue par Elisaveta fut partagée. Un quai baigné de soleil, où les gens marchaient avec un air de fierté et de douceur. La voix off finale conclut sobrement. Les portillons du métro parisien ne sont pas de simples barrières. Le monde y a vu le plan d'une valeur française appelée confiance. L'image s'estompa lentement, laissant place à des lettres blanches. Le silence n'est pas le vide. C'est le berceau de la confiance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour soutenir cette île qui a ému le monde. La France. Vos applaudissements silencieux seront le moteur de la prochaine émotion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.